On y va. Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler avec notre ami Metin Arditi. Et de quoi va-t-on parler? Quand on a commencé à discuter sur votre projet d'écriture, enfin pas votre projet, c'est quelque chose de très concret d'ailleurs, qui existe aujourd'hui, d'écriture entre jeunes juifs et arabes en Israël, pour se mettre dans la peau de l'autre, j'ai pensé à une conférence à laquelle j'ai assisté récemment d'un monsieur qui s'appelle Ravinto, qui est l'ancien directeur du Centre du Bonheur National Brut au Bhoutan, et qui a fait une conférence sur le bonheur. Et parmi les choses qu'il a dites, il a dit que le bonheur de l'autre est indissociable de mon propre bonheur. Pour être heureux, il faut aussi que l'autre soit heureux. Et en fait, c'est permanent dans vos activités en général, ce que vous faites aujourd'hui sur le dialogue interculturel, je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire de faire en sorte que les deux soient heureux pour exister, cohabiter. Alors, Metin Arditi, vous êtes né en Turquie, vous êtes juif, vous êtes arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans, vous êtes allé à l'internat à Podé pendant 11 ans, et vous avez étudié à l'EPFL la physique, mais vous êtes aussi diplômé de 3e cycle de génie atomique, et plus tard vous allez enseigner à l'EPFL des choses aussi variées que la physique, que l'économie et les lettres. Donc, personnage... Sur 30 ans quand même. Hein. Sur 30 ans, mais... J'ai pris mon temps. Mais très éclectique, oui. Et très intéressé par toutes les choses qui mènent à ses études. À 27 ans, vous montez votre propre affaire, qui est un succès, et donc qui vous permettra de mener des activités philanthropiques à travers le temps, dont notamment avec la Fondation Arditi. Vous êtes très intéressé par la musique, mais ce qui vous anime avant tout, c'est l'écriture. Et depuis une trentaine d'années, vous écrivez, et vous êtes l'auteur de 25 ouvrages, dont plusieurs ont obtenu des prix prestigieux. Les 2 derniers, vous les avez pratiquement écrits. J'ai regardé les dates de publication, c'est pratiquement à, je sais pas moi, 10 mois de distance, ou un truc comme ça. Je sais pas comment vous êtes arrivé, parce que vous travaillez énormément sur l'écriture. C'est quelque chose, c'est un travail, je dirais presque monacal, où dans son alcôve, l'écrivain revient, réarrange ses phrases et il consacre énormément de temps. Et donc, quand on parlait de la musique, une de vos passions, et vous êtes un très grand mélomane et mécène dans la musique, vous avez créé, pour faire justement dialoguer les peuples, et dialoguer particulièrement 2 peuples qui vous tiennent à cœur, c'est les Israéliens et les Palestiniens, et plus largement, on pourrait même dire les Juifs et les Arabes. Et vous avez créé une fondation en 2009 qui s'appelle Fondation des instruments pour la paix. Le coprésident de cette fondation, c'est Elias Sandbar. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots de quoi il s'agit? Alors, j'ai connu Elias Sandbar, qui est un grand diplomate palestinien, qui a dirigé les négociations entre Israël et la Palestine pendant des années, qui était pendant très longtemps ambassadeur à l'UNESCO et qui a également une œuvre d'écrivain, d'essayiste et de poète. Et je l'ai connu en 2008 et c'était une des très importantes rencontres de ma vie. À cette époque-là, j'avais été sollicité par Patrick Ebicher pour créer le conseil culturel de l'école polytechnique. Et je cherchais un représentant du monde arabe. J'avais interrogé Françoise Nyssen, à l'époque présidente des éditions Actes Sud, et où j'étais édité à l'époque, j'ai changé, mais j'étais édité. Elle m'a dit « Ah, mais tu devrais absolument rencontrer Elias Sandbar ». Et je dis « Elias Sandbar, mais Elias Sandbar va me dévorer tout cru ». Parce que moi je suis juif, lui il est palestinien, il a un contentieux avec Israël et donc avec les juifs, et puis il est d'une habileté diabolique, je le vois à la télévision, dans les débats avec Moati, il est fantastique, mais il va me manger. Et elle m'a dit, ne t'en fais pas, vous allez vous entendre comme la ronze en foire. Et lorsque j'ai vu, je lui ai demandé d'abord sa disponibilité à Elias
pour participer à ce conseil culturel. Il me l'a donné. Lorsque je l'ai vu la première fois arriver dans le restaurant où je lui avais fixé rendez-vous, il était encore à 10 mètres de moi, que j'étais absolument convaincu à son regard que cet homme serait mon ami. Je ne pensais pas qu'il serait mon frère, mais je savais qu'il serait mon ami. Et nous avons discuté de tout et de rien. En fait, on ne se voyait pas du tout pour la musique, mais on a discuté de musique. Et à l'époque, j'étais président de l'orchestre La Suisse Romande. Et nous avons eu l'idée de favoriser l'éducation musicale d'enfants de Palestine et d'Israël, quelle que soit leur religion, pour autant qu'on puisse leur apporter quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'en Israël, il y a aussi c'est un pays high-tech, mais il y a également des couches importantes de la population, que ce soit des populations arabes ou juives, qui sont nécessiteuses. Il ne faut pas l'oublier, c'est un pays très dur, très compétitif, et il y a des pauvres. Et puis en Palestine, évidemment, on connaît la situation. Et donc, nous avons créé la Fondation Les Instruments de la Paix, en étant tous les deux co-présidents, avec un conseil intéressant, et nous avons mené un grand nombre d'activités. Nous continuons du reste de mener ces activités qui ont consisté à beaucoup aider le réseau des 7 conservatoires de musique de Palestine, qu'on appelle les conservatoires Édouard Saïd. Par toutes sortes de moyens, on a financé des postes de professeurs, on a financé beaucoup d'instruments, on a envoyé des professeurs, un chef d'orchestre s'est occupé pendant des années de l'orchestre des jeunes de Palestine. Il y a eu et puis nous avons créé à Bethléem, est-ce qu'il y a un animal ici quelque part qui rouspète? J'ai eu peur. Un peu plus loin. Non, parce que moi j'ai peur des animaux, c'est pour ça. J'ai l'impression que c'est un genre d'animal qui mord. Un alligator. Un alligator. Alors, on a créé à Bethléem le premier centre de réparation et de fabrication d'instruments à cordes en Palestine. C'est-à-dire que jusque-là, d'ailleurs qui a été inauguré par M. Burkhalter lorsqu'il était ministre suisse des Affaires étrangères, jusque-là, un élève des conservatoires qui avait un problème avec son violon devait passer le checkpoint. Il n'y avait pas de centre de réparation, il devait passer le checkpoint, et quand on sait ce que c'est que passer un checkpoint, on commence à réfléchir. Et donc, nous avons créé là-bas une unité, non seulement de réparation, mais de fabrication. J'ai reçu en cadeau le premier oud qu'ils ont fabriqué. Et c'était l'une des manifestations de notre fondation. Cette fondation continue, elle est très active, mais en 2013, donc... Est-ce que je peux me permettre de vous relancer parce que ce qui s'est passé, si je peux me permettre... Bon, vous parliez aussi des couches défavorisées. C'est aussi intéressant que vous avez aujourd'hui, avec votre fondation sur les instruments de la paix, vous soutenez une école notamment à Petah Tikva, qui est en Israël, et justement dans des couches peut-être plus défavorisées. Bien entendu. Oui, mais oui. ça se passe en fait de manière non interconnectée. C'est-à-dire vous aidez les Palestiniens d'un côté, vous aidez les Israéliens de l'autre. Et puis au-delà de la musique, à un moment donné, vous m'avez dit... La musique, c'est bien, c'est bon. J'y arrivais, ma chère. Pardon. Ben non, mais je trouvais ça tellement ma chère génial amie. que je me suis dit, c'est dommage si on n'y arrive pas. Alors, j'y arrivais. Ben justement, je disais donc, quand vous m'avez interrompu, que cette histoire a commencé en 2008 et en 2013, je me suis fait tout à coup une réflexion en me disant que au fond, la musique, et j'étais très engagé dans la musique, à l'époque aussi avec l'orchestre de la Suisse romande depuis des années, je disais, la musique, au fond, c'est magnifique, mais c'est pervers. Et je sais que quand je dis ça, les gens haussent les sourcils. Pourquoi pervers? Eh bien, c'est tellement beau que ça cache la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve avec quelqu'un
avec lequel on a un désaccord sur un point précis, et que la musique vient, eh ben, tout baigne tout à coup. Mais quand la musique cesse, le problème il est toujours là et il n'a pas été abordé, affronté, attaqué. Et voilà pourquoi je me suis dit, mais à un moment donné, pour faire dialoguer juifs et arabes, il faut passer par le verbe. On ne peut pas faire l'économie de passer par le mot. Et j'ai essayé pendant un certain nombre de mois d'organiser des échanges entre jeunes juifs d'Israël et jeunes arabes de Cisjordanie. Je me suis d'abord heurté au boycott, au BDS d'Omar Barghouti. Il se trouve qu'à l'époque, le directeur académique des conservatoires de musique de Palestine, un Italien, Michele Cantoni, avec lequel je continue de travailler intensément, était très ami avec Omar Barghouti. Omar Barghouti était un chorégraphe de métier. Et donc on a eu un dîner avec Michele, Omar et sa femme, extrêmement courtois, mais alors sur le fond inflexible. Et donc j'ai dû trouver d'autres solutions. J'ai essayé pendant des mois de monter quelque chose qui passe par les réseaux sociaux avec une maison de communication, McCann Erickson, en Israël. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et finalement, au moment où on arrivait à peu près à quelque chose d'assez intense, avec comme réalisateur de petits films Shlomi Elkabetz, le frère de Ronit Elkabetz, qui elle-même avait accepté de jouer dans ces petits films qui faisaient communiquer juifs et arabes. Eh bien, le 7 juillet 2014, c'est du reste le jour où nous sommes connus, à dîner pour parler de ce sujet, le 7 juillet éclatait la guerre de Gaza. Oui, donc quand vous dites inflexible, Omar Barghouti, il est inflexible sur le BDS, sur le boycott, et après 50 jours de guerre, c'est juste impossible d'entrer en communication les uns et les autres, quoi. Alors, ben, c'est pas si impossible que ça, finalement, puisque, donc, au fond, tous mes projets tombaient à l'eau. Et je me disais, ces gens ne voudront jamais échanger, les sensibilités étant exacerbées par les centaines et les milliers de morts. Et puis j'ai eu une idée, et c'était, je me souviens, le 24 août, le dernier jour de la guerre, et j'ai tout de suite téléphoné à quelqu'un que j'avais connu à Genève, mais avec lequel je n'avais eu aucune relation professionnelle. C'était Amos Elad, le vice-président de l'Université de Tel Aviv, celui qui est chargé du développement et des contacts avec l'étranger. Et je lui ai téléphoné de Grèce, où je passais mes vacances. Lui était en Bulgarie avec sa famille. Et je lui ai dit, écoute, voilà ce que je te propose. On organise un concours d'écriture au sein de l'Université de Tel Aviv. Évidemment que tout le monde peut et doit participer. Ce concours doit respecter certaines règles. C'est l'écriture, il faut écrire une fiction, ça c'est essentiel. Cette fiction doit avoir lieu dans le contexte israélo-arabe, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Et surtout, les étudiants juifs doivent l'écrire en se mettant dans la peau d'un étudiant arabe, d'un arabe, et vice-versa. Ça, c'était vraiment la clé. Et Amos Elad m'a répondu, écoute, je suis obligé de dire, c'est génial. Bon, c'est très dur pour ma modestie de dire ça. Je fais un effort. Il me dit, c'est génial. Et là, il se passe deux choses exceptionnelles. La première, c'est que je demande à Amos Elad, est-ce que ça te gêne que j'étende ce concours à d'autres universités? Et Amos Elad me répond en anglais, I'll organize it for you. Je te l'organise. Et croyez-moi,
10 jours après, j'étais à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv, dans une salle de réunion où il y avait les représentants de toutes les grandes universités, de leur département ou de leur faculté des lettres, qui étaient les jurés du jury qu'on avait constitué comme ça en quelques jours. Et ça, c'était fantastique. Et il s'est passé 2-3 choses à ce moment-là qui méritent d'être relevées. La première, c'est que j'avais, quelques années plus tôt, fait la connaissance de Frédéric de Klerk, qui vient de décéder. Celui qui avait remis en quelque sorte l'Afrique du Sud à Mandela. C'était à l'occasion d'un dîner et j'étais assis à côté de son épouse. C'était sa deuxième épouse. Et elle avait été avec moi d'une générosité exceptionnelle. Cette dame, qui avait à peu près l'âge de Mandela, de Klerk, était d'origine grecque. Ils s'étaient connus un jour et ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Tous les deux étant mariés, et bien mariés depuis longtemps avec de grands enfants. Et ils se sont fixés une règle de se retrouver 2 ans plus tard. Et si leurs sentiments n'avaient pas changé, ils allaient quitter leur conjoint. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai recherché Frédéric de Klerk, auquel j'avais juste été présenté, parce que c'était un repas, il y avait surtout des banquiers. Et je l'ai trouvé à Londres, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de mon projet? Il m'a répondu, ce que vous faites, c'est exactement ce qu'il faut faire, et c'est exactement ce que nous avons fait avec Mandela. Et si nous ne l'avions pas fait, nous n'aurions pas réussi. Je ne peux pas oublier cette phrase. Et bien entendu, chacun d'eux s'est retrouvé en opposition avec sa propre communauté, mais ils ont réussi quand même, et il est rentré dans le jury comme membre d'honneur. Et il a participé, il a fait les lectures des textes, et il a donné ses choix qui, du reste, correspondaient tout à fait aux choix. Donc j'ai dû créer une autre fondation. Il y a toujours Madame Calmiré et Monsieur Couchepin, qui sont au conseil de fondation, qui avaient fait les mêmes lectures que les jurés d'Israël. Et donc, ça a démarré comme ça. Les jurés qui étaient plutôt des lettrés, bien sûr, il y avait Avner Holtzman. Si l'homme qui peignait les âmes s'appelle Avner, c'était parce que j'ai connu Avner Holtzman, qui était à l'époque président du prix Israël pour les lettres, qui est un homme avec lequel je n'étais jamais d'accord, que j'aimais beaucoup. Donc, où en étais-je? Oui, donc on a trouvé ces premiers lauréats, mais avant de lancer le projet, tous ces membres de jury m'ont dit, mais tous, tu vas avoir entre 10 et 15 papiers par université, surtout venant des facultés des humanités, parce que quand même, maintenant, la guerre vient de terminer, les sensibilités sont exacerbées, etc. Sur 3 ans, nous en avons eu 1500. 500. Chaque année, 500 papiers, donc récits ou nouvelles, écrits spécifiquement pour le concours, soit par des Arabes, soit par des Juifs, dans des proportions qui sont à peu près les proportions des étudiants, cette proportion étant un tout petit peu inférieure à la proportion des populations. Population, c'est 22%, 20%, et les populations des étudiants, c'est à peu près 14-15. Donc, Metin, vous avez lu une partie de ces textes, vous avez peut-être tous, hein, les 1500, je ne sais pas, ou en tout cas, où on vous les a résumés. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui vous a frappé dans la difficulté de se mettre à la place de l'autre. Donc là, on a une majorité d'étudiants juifs qui doivent se mettre dans la peau des Arabes. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cet exercice-là? Alors vraiment, je ne peux pas répondre à cette question, parce que je n'ai pas vécu ça. J'essaye, ce que je fais quand j'écris pour mes romans,
ce n'est que ça. L'écriture romanesque consiste à se mettre à la place de chacun des personnages, à rentrer en lui, à essayer de comprendre ce qui le fait vivre, parler, bouger, pleurer. Mais pour eux, je ne sais pas. Ce que je vois, en tout cas, et ça c'était quand même un grand choc dans les universités, de voir qu'il y avait tellement d'étudiants qui étaient désireux de ce dialogue. Ça, c'était quand même quelque chose de fantastique. Et on me le disait, on me l'a dit, c'était pas banal. La presse en Israël, vous le savez, l'a repris. Et donc, on a fait ça pendant 3 ans. Et après 3 années, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on rende la chose un tout petit peu plus corsée. Et au lieu de demander des nouvelles, des short stories, eh bien, on va demander une pièce de théâtre dans laquelle il y a effectivement des interactions vivantes entre Israéliens juifs et Israéliens arabes. La première année, nous avons eu 30 pièces écrites spécifiquement pour le concours. La deuxième année, 60. La troisième, 130. Et la quatrième, c'est cette année. Et là, avec le Covid, nous sommes à 60. On peut baisser pour des raisons qu'on peut comprendre. Et donc, les 3 meilleurs sont primés, montés. Ça se passe à la grande salle de théâtre de l'Université de Tel Aviv cette année, le 25 novembre. Et puis, ça passe aussi sur Internet, c'est projeté. Et puis, pour le reste, pour la suite, je caresse quand même l'idée de reprendre l'écriture de nouvelles en supplément de l'écriture de pièces de théâtre, c'est-à-dire de faire vraiment 2 concours parallèles qui tournent finalement autour du même sujet et pour lesquels il y a peut-être des talents différents qui sont nécessaires. Parce que dans ces pièces de théâtre, il s'agit aussi de faire un dialogue interculturel à chaque fois. Ah oui, ce n'est que ça. Ouais. Et donc, quand ces pièces sont montées, elles sont présentées à l'université, et quel est le succès de leur... Fantastique. Fantastique. L'année passée, donc c'était pas en présentiel, il y a eu 1500 personnes qui ont suivi ça sur écran. Mais l'année d'avant, j'étais sur place, et c'était une atmosphère de concert rock, hein, c'était fantastique, oui, c'était vraiment fantastique. Et puis à côté de ça, donc on m'a demandé, l'initiative venait de l'université, du département de théâtre de l'Université de Tel Aviv, on m'a demandé d'offrir des bourses dans un sens de discrimination positive à des étudiants arabes qui venaient de familles nécessiteuses et qui étaient très portés sur le théâtre. Donc nous avons créé un double système de bourses pour les bachelors et pour les masters en théâtre. Alors de toute façon, ça c'est appelé à se développer. Moi je souhaite le développer. Est-ce qu'on va ensuite le développer aussi, parce qu'il ne faut quand même pas pénaliser ceux qui sont juifs, hein. Il n'y a pas de raison, donc on va voir. Mais disons que globalement, l'histoire va dans le sens d'un développement important. Est-ce que, vu le succès de ces pièces et de ces textes, est-ce que vous auriez envie de reprendre cette idée pour essayer d'aller montrer aux Palestiniens que c'est possible de refaire ce chemin-là? Alors ça, effectivement, c'est ceux qui se heurtent au boycott. Et donc, je pense que j'ai essayé à un moment donné, parce que donc en 2000, je perds le compte de 2015-2016, il y avait, ou même 2014, donc une personne avec laquelle j'ai eu énormément de contacts pour créer cette deuxième fondation qui s'appelle Fondation Arditi pour le dialogue interculturel, c'était Sari Nusseibeh, un Palestinien, à l'époque président de l'université Al-Quds de Jérusalem, plus grande université palestinienne, et qui n'avait pas signé le boycott. Des 11 universités palestiniennes, c'était la seule, les autres étant en Cisjordanie.
Et on a essayé avec l'Université de Tel Aviv de mettre sur pied un programme de médiation où l'Université de Tel Aviv est très, très fort. Et tout le monde était d'accord, y compris un représentant de l'Université Al-Quds, mais quand ça a passé devant le conseil de Al-Quds, de la faculté d'Al-Quds, ça a été shooté. Parce que, tout simplement, il y a quelque chose de... Je peux comprendre ça. Il y a quelque chose de très dur dans ce boycott. Et ce qui est dur, et je peux le comprendre, même si ça m'a mis des bâtons dans les roues, c'est Barghouti qui me l'a dit. Il m'a dit, vous comprenez, tout ce qui laisse penser que la situation est normale va à l'encontre de ce que nous souhaitons. Parce que ça veut dire que finalement, on peut la perpétuer. Et comme de toute façon, il y a, sur le plan européen, sur le plan international, finalement, un laisser-faire de ce qui se passe en Cisjordanie avec l'occupation, la violation du droit international, etc. Il y a un laisser-faire, tout ce qui va dans le sens de faciliter encore la tâche et déculpabiliser les gens qui laissent faire, pour nous, c'est à l'encontre de nos intérêts. Alors, du coup, par exemple, ils n'ont pas laissé, c'était, je ne sais plus quelle année c'était, mais enfin par là-bas, 17, 18, l'orchestre de la RAI devait donner un concert à Jérusalem et le concert de Noël à l'église de la Nativité à Bethléem. Et j'étais très impliqué là-dedans parce qu'ils n'ont pas laissé, l'orchestre de la RAI a donné son concert à Jérusalem et à l'église de la Nativité, donc c'était ensuite repris par la RAI, ce n'est pas rien. À l'église de la Nativité, il y a eu l'orchestre des jeunes de Palestine, dirigé par Juan David Molano, que nous avions régulièrement envoyé sur place, et qui est professeur de musique au Conservatoire de musique de Genève. Donc, et il ne s'agit même pas de savoir d'où vient, parce que la même difficulté s'est présentée pour une chanteuse égyptienne qui voulait donner également un concert des deux côtés. Et ils ne l'ont pas voulu, tout simplement parce que, à leurs yeux, tout ce qui... Donc c'est dur, c'est très très dur, parce que ça empêche aussi l'évolution. Et puis en même temps, on peut comprendre que tout ce qui va dans le sens d'un semblant, d'une toute petite normalisation, crée une situation où, au fond, ceux qui pourraient intervenir de l'extérieur ou s'exprimer ou prendre position se disent, après tout, c'est pas si mal la situation, et voilà. Je pense juste à qui a pu être accepté des deux côtés à faire, entre guillemets, un concert, c'est le pape. Je me rappelle avoir couvert 2 visites papales, et effectivement, il y a la messe à Bethléem. Mais il ne chante pas, le pape. Un peu, mais c'est un autre style. Il y a, non, mais c'est gentil quand même de me comparer au pape. C'était un petit peu l'idée. Mais... Après, on croit effectivement toujours commencer à sortir grâce à des projets de rapprochement entre Juifs et Arabes en Israël. Il y a énormément d'organisations qui existent, il y a énormément de choses qui essaient de rapprocher les gens. Et puis, cette année, au mois de mai, il y a eu une guerre sur Gaza et en Israël. Et on a vu, en fait, ces populations-là, israéliennes juives et israéliennes arabes, s'entre-déchirer d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps. C'est vrai. Et ça a choqué énormément les gens. Ça a choqué notamment ceux qui ne voyaient pas, en fait, qu'il y a un problème, effectivement, de pauvreté, qu'il y a un problème de criminalité aussi, dans des villes qui ne sont pas forcément contrôlées par l'État. Il y a toute une partie de problèmes qui ont explosé à ce moment-là. Et je me disais, justement, est-ce que votre projet d'écriture, dans les deux sens,
pourrait permettre quelque chose au-delà. Est-ce qu'il y a un suivi peut-être de ces étudiants qui ont fait ces textes? Est-ce qu'on sait, par exemple, si ils ont d'autres projets dans ce sens, si ça les a influencés dans leur perception, elle est psychosociale, on va dire? Oui. Alors écoutez, ça c'est évidemment totalement impossible parce qu'il faudrait qu'on suive des milliers d'étudiants, vous vous rendez compte, ça non, mais peut-être dépasse. qu'ils sont venus à vous pour... Non, en revanche, ce qu'il faut dire concernant effectivement ces véritables guérillas urbaines qui ont eu lieu. Moi j'étais quelques mois avant à Acre et là où nous étions à l'hôtel, le restaurant, là, tout ça s'est fait brûler quoi. Ouais, ça a brûlé. Et ce qu'il faut dire là, c'est que au fond, ça c'est évidemment un reproche que moi j'ai fait, je répète, de la politique israélienne, qui consiste finalement à dire ce problème n'existe pas. Monsieur Naftali Bennett va à l'ONU, il fait un speech, le mot Palestine n'est pas prononcé, alors que c'est le problème numéro 1 pour les générations à venir. Les citoyens israéliens, c'était vraiment très drôle parce que je ne sais pas combien de fois il y avait des Israéliens juifs qui me demandaient des renseignements sur ce qui se passait en Cisjordanie parce qu'eux ne peuvent pas y aller, ils risquent une semaine de prison, et alors que moi j'y allais librement en tant que citoyen suisse. Il n'y a pratiquement plus de gauche en Israël. Moi, je ne suis ni de gauche ni de droite, mais un pays a besoin d'un équilibre dans ses représentations politiques pour que ça fonctionne, pour que chacun puisse s'exprimer. Et il y a là un glissement, et de plus en plus, on le voit. Donc, ce qui s'est passé pendant ce mois de mai, c'était, je crois, pour beaucoup d'Israéliens, la première fois qu'ils étaient confrontés au problème de l'occupation chez eux. L'occupation n'était plus quelque chose, n'était plus une abstraction. Le problème de l'abstraction, c'est vraiment quelque chose, à mes yeux, d'absolument central. Parce que tant que quelque chose reste dans l'abstrait, on n'en voit pas les conséquences. Et c'est la voie juste pour aller à la négation. Et là, tout à coup, on se rend compte, parce que ce qui s'est passé en Israël, donc dans ces villes, à Lod, à Acre, Akko, etc., c'était quand même, disons, le mécanisme est parti de ce qui s'est passé en zone occupée. Et là, tout à coup, voilà, eh ben, il y a des citoyens qui ont expérimenter ce que sont les conséquences d'une occupation. Je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter, parce que ce qui s'est passé, c'était terrible, et ça a cassé des liens, et en même temps, c'était quand même un mouvement qui rappelait la réalité, cette réalité avec laquelle, vis-à-vis de laquelle je crois que c'est une grave erreur de se cacher. Voilà, si on prend l'équilibre des populations entre Israël, la zone occupée, et qu'on ajoute Gaza, on est à peu près à moitié-moitié. C'est-à-dire que c'est un problème qu'il faudra bien affronter, et autant l'affronter de façon aussi apaisée que possible avant qu'il ne diverge complètement. Ça, c'est, à mes yeux, le premier problème de ce pays. Et lorsque le Premier ministre de ce pays va devant les Nations Unies et ne prononce pas le mot Palestine, ça veut dire qu'on est en train de mettre la poussière sous le tapis, quoi. Encore s'il avait dit palestinien, parce que Palestine, on ne pouvait pas attendre qu'il le dise de la part de Naftali Bennett, mais palestinien non plus. Oui, non. Mais Benjamin Netanyahou non plus. Hein. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu le mot palestinien. Non, pas très souvent. Pas très souvent. Non, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça a disparu de l'actualité en Israël. Les Palestiniens ont disparu. Moi, je me souviens qu'on avait titré avec Libération pendant une des élections les territoires occultés.
Et c'était ça. Ça fait longtemps qu'on parle, pendant les élections en Israël, de problèmes sociopolitiques, de problèmes de pauvreté, de problèmes d'accès à toute une série de problématiques économiques à l'intérieur d'Israël, mais que les Palestiniens sont occultés. Et moi-même, au moment des élections de 2019, par le biais de contacts personnels, j'avais jusque-là, pendant 3 ans, tenu une chronique hebdomadaire dans La Croix. Et là, je terminais, et puis, par le biais de contacts, on m'a proposé d'écrire quelque chose sur les élections. À ce moment-là, justement, j'étais à Acre, et pour Le Figaro. Et j'avais écrit une chronique intitulée « Les Palestiniens n'existent pas ». Eh bien, ma chronique n'a pas existé non plus. Mais enfin, Le Figaro aussi. Oui, les Palestiniens n'existent pas, c'était... c'était évidemment tout à fait ironique, non, mais parce qu'on n'entendait pas parler de ce problème pendant... C'était donc en Netanyahou, il a eu encore il s'en est sorti encore, ric-rac, mais enfin il s'en est sorti, et on entendait, la gauche parlait effectivement, comme vous l'avez dit ici justement, des problèmes sociaux, économiques d'Israël, qui sont là et très, très réels. Mais la question de la Palestine n'était pas abordée. Donc moi, j'ai écrit un texte évidemment ironique, respectueux, mais enfin un peu ironique quand même, mais il n'a pas passé. Voilà. Pas seulement le titre, mais le texte n'a pas passé. Non, le texte, je l'ai réécrit. Le texte n'a pas passé. Ah oui, non. sévère au Figaro. Hein. Dites-moi, Metin, récemment, un autre journal français, La Vie, qui est un journal catholique, vous a demandé d'écrire un texte, une lettre à un ami musulman. Voilà. La Vie, donc c'est un magazine catholique, fait un numéro spécial qui sort le 25 novembre, je crois la semaine prochaine. La semaine d'après, et c'est un numéro qui est consacré au dialogue entre religions. Et j'ai été sollicité pour écrire un texte sous la forme d'une lettre à un ami musulman. Je peux la lire. Cher ami musulman, il y a un temps pour tout. Un temps pour me souvenir qu'en Espagne, à la fin du XVe siècle, l'Inquisition brûlait les Juifs par milliers ou les obligeait à se convertir, pour ensuite les persécuter, les appeler marranes, de marrano, qui en espagnol veut dire cochon, et que dans le reste de l'Europe chrétienne, les Juifs subissaient d'incessantes humiliations. Il y a un temps pour me souvenir qu'au même moment, le sultan ottoman Bayezid envoyait des navires jusqu'aux côtes espagnoles pour recueillir des Juifs et les accueillir à Constantinople. Un temps pour me souvenir que mes ancêtres ont ainsi été sauvés. Un temps pour me souvenir que durant des siècles, les Juifs de l'Empire ottoman étaient traités avec plus d'égard et d'humanité que partout ailleurs. Un temps pour me souvenir que mes années d'enfance en Turquie, terre musulmane, furent d'une inoubliable douceur. Que parmi les bras qui m'ont serré, les poitrines qui m'ont rassuré, les mots qui m'ont consolé, il y avait ceux de Nazmiye qui me ramenaient du parc de Yıldız en pleurant parce que les gouvernantes des autres petits-enfants se moquaient de moi, disant « Büyümüş ve küçülmüş », il a vieilli et il s'est rapetissé, tant j'étais laid. Et je voyais Nazmiye pleurer et je savais qu'elle m'aimait comme si on m'avait sorti de ses entrailles. Un temps pour dire qu'après avoir vécu l'essentiel de ma vie en Occident, je sens que rôde sans cesse un antisémitisme
implacable, vertical, religieux, un antisémitisme sans voie de recours, que je n'ai jamais ce sentiment en terre musulmane, jamais. Et s'il arrive qu'un antisémitisme s'exprime, il sera horizontal, un antisémitisme entre égaux, politique, réversible, un antisémitisme que l'on pourra discuter autour d'un café et sans doute dépasser. Un temps pour conclure que ce qui me paraît urgent à cet instant, cher ami musulman, est de te serrer dans mes bras. Ce serait bien qu'on laisse la place à des questions. Et puis, juste une information à la fin, vous avez la possibilité enfin, Métine peut vous dédicacer des ouvrages qui sont présentés devant la salle. Alors, je vous en prie, si vous avez des questions, ou des réflexions, ou des commentaires. Bonjour et merci pour votre intervention et votre travail. Je voulais savoir, les pièces de théâtre, est-ce qu'elles existent en ligne et est-ce qu'il y a un projet éventuellement de mettre des sous-titrages en français, par exemple pour un public non hébraïophone, ou en arabe pour le public arabe? Donc les publications, les pièces choisies, les lauréates sont publiées par l'Université de Tel Aviv en 3 langues, hébreu, arabe, 4 même, français et anglais. En tout cas 3, en tout cas hébreu, arabe, français, ça c'est sûr, et anglais aussi, je crois. Où est-ce qu'on les trouve? Ah, on les trouve à Tel Aviv. On les retrouve à Tel Aviv. Mais on peut le trouver en ligne? Parce que moi, je suis souvent allé sur le site de l'Université de Tel Aviv, qui est excellent, mais j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que je vais le demander qu'ils le mettent, sûrement. Qu'ils le mettent un peu en avant, je trouve que ça serait... Monsieur. Voilà. Est-ce que vous avez imaginé pouvoir jouer des pièces ici? Et est-ce qu'il vous est apparu une fois possible d'avoir une collaboration avec M. David Barenboim? Alors, c'est 2 choses complètement différentes, n'est-ce pas? Les pièces, c'est une chose, c'est le texte, et la musique, c'est autre chose. Alors, non, je n'ai pas de collaboration avec M. Barenboim. Je sais évidemment parfaitement ce qu'il fait est très intéressant, mais d'emblée, lorsque je parlais au début de notre petite causerie de ma première rencontre avec Elias Sambar et des premières idées que nous avons eues pour faire quelque chose dans le domaine musical, nous sommes partis de l'idée que la chose dont nous étions certains que nous ne voulions pas, c'est faire comme lui. Pourquoi? Parce que lui, donc son effort consiste à faire jouer ensemble des musiciens juifs et arabes. Alors, des musiciens juifs, alors là, en Israël, hein, avec tous ces Russes qui naissent avec un violon dans la main, il en a tant qu'il veut, de très 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 bons. Des musiciens arabes, bien sûr qu'il en trouve, ou en Syrie, en Irak, au Liban, pas en Palestine. En Palestine, les seuls conservatoires qu'il y a, ça s'appelle conservatoire, ce sont en fait des écoles de musique. Il n'y a pas une haute école de musique. En Palestine, il n'y a pas. Et ce serait très compliqué d'en créer une. Dieu sait qu'on y a pensé. Mais il n'y a pas. Il y a donc des cours de musique pour les enfants qui vont jusqu'au bac, jusqu'à la maturité. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que ce que lui fait, c'est vraiment formidable, c'est évidemment le grand répertoire classique. Or, c'est assez intéressant de voir que les enfants qui sont dans ces cours, pour eux, c'est très important, hein, le répertoire classique, parce que c'est aussi une fenêtre ouverte sur l'Occident, c'est plus difficile, c'est valorisant, c'est gratifiant, c'est formidable. Mais là où ils sont vraiment imbattables, c'est dans leur musique arabe. Et là ils sont géniaux.
Mais la musique classique, c'est pas leur fort. Je veux dire, il n'y a pas ce monde. Donc, finalement, dans les orchestres, dans les différentes formations que regroupe Barenboim, la présence palestinienne n'est pas ce qu'elle devrait être. Il n'y a pas une sorte de 50-50. Et puis, il y a aussi ce sentiment que moi j'ai, auquel malheureusement je reviens, c'est que c'est formidable, on fait de la musique ensemble, mais une fois qu'on arrête de faire la musique, on n'a pas affronté les problèmes. Ces problèmes sont difficiles, ils sont compliqués, ils sont irritants pour tout le monde, mais si on ne les affronte pas, eh ben, ils vont continuer à grossir, quoi. Ils vont continuer de contaminer. Madame. Bonjour. Et merci pour cette conférence. J'aimerais simplement savoir si vous avez, enfin, à la suite de la question de monsieur, j'aimerais simplement savoir si vous faites aussi des collaborations ici sur Genève. L'Université de Genève, donc, il y a une association du monde arabe qui s'appelle la MAJ et qui est en tout cas qui fait énormément de choses justement, tout ce qui est culturel, musical. Et peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça serait peut-être intéressant de prendre attache avec eux. Ce sont des étudiants qui viennent un peu partout, de Palestine, enfin d'Israël, du Liban, d'Irak, enfin, d'Algérie et autres. Et peut-être que de vous faire connaître, parce que c'est vrai que peut-être que ça serait intéressant que vous soyez connus par cette communauté, par cette association, par l'Université de Genève. À l'université, j'ai une fondation qui donne des prix à l'université depuis plus de 30 ans. L'université, j'y suis chez moi. Mais évidemment, pas avec ces associations. Voilà, donc, vous savez, je préside 4 fondations. Je donne des prix à l'université depuis plus de 30 ans. J'écris mes livres. Qui sont souvent sur le sujet, comme L'homme qui peignait les âmes, comme Rachel et les siens. J'écris des essais, comme celui qui vient de paraître aux éditions du Cerf, Quand obéir, c'est trahir. Je fais de mon mieux. En fait, ce que Madame propose, c'était de faire des étudiants, de faire le même projet avec des étudiants arabes et juifs ici. Voilà, exactement. À l'Université de Genève, et ils reçoivent énormément, je veux dire, de personnalités, soit par des conférences ou par des concerts. Et moi, je vous suggère simplement, si c'est possible, de faire un lien éventuellement. Donc de refaire un petit peu ce que j'ai fait. Ça demande beaucoup de travail. Hein. J'ai fait ça avec succès, je dois dire vraiment avec succès. C'était encore beaucoup plus difficile qu'entre juifs et arabes en Israël. J'ai fait ça entre la Turquie et l'Arménie. Et ça très bien, mais avec la tentative de coup d'État de juillet 2016, tout s'est arrêté. Un certain nombre de professeurs avec lesquels je collaborais en Turquie ont perdu leur job. Un a été en prison, un en tout cas. Donc voilà, le truc s'est arrêté. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Écoutez, l'idée, évidemment, elle est intéressante. Hein. Votre idée reprise par Aude concernant voilà, cette possibilité de recréer ces dialogues entre juifs et arabes ici. Simplement, je m'interroge quand même, je ne saute pas de ma chaise, je m'interroge quand même, parce que, si vous voulez, ici, il n'y a pas de problème vraiment. Le problème, il est là-bas. Et pour que ces textes soient intéressants, il faut qu'ils soient écrits par des gens qui vivent ce problème. Ici, on ne le vit pas, grâce à Dieu. Je dis grâce à Dieu. Je me suis fait un jour siffler dans une réunion littéraire à Aix-en-Provence, aux Journées des écrivains du Sud. Il y a Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay qui ont échangé des lettres, dont certaines sur le sujet juif, Israël, etc. Et j'étais le modérateur. J'étais comme toi, entre les deux. Et on en est arrivé à parler des problèmes des minorités en France.
Et j'ai dit avec un certain goût, un certain plaisir de la provocation, j'ai dit, voilà, en Suisse et en France, nous avons à peu près le même pourcentage de musulmans. En Suisse, nous n'avons pas de problème. En France, vous n'avez pas de solution. Et je me suis fait siffler. Et j'en suis encore heureux. Mais parce que c'est vrai. Je voulais savoir, vu le réchauffement des relations entre les Émirats arabes unis et Israël, est-ce que vos efforts si louables que vous faites entre juifs et palestiniens, est-ce que ça rencontre un écho là-bas aussi? Est-ce qu'ils sont au courant de ce que vous faites? Alors ça, je ne peux pas vous dire. Moi, ce que je ressens, c'est un sentiment évidemment fort, mais mélangé. On ne peut pas ne pas être content quand il y a des pays qui ne se sont pas parlé, qui se retrouvent. Ça, on ne peut qu'être content. Maintenant, juste pour préciser les choses, les pays qui ont établi des relations diplomatiques avec Israël n'étaient jamais en guerre avec Israël. Il n'y a pas eu un coup de fusil à bouchon tiré dans un sens ou dans l'autre. Donc, il y a là derrière, évidemment, des intérêts qui sont tout à fait honorables, des intérêts économiques des deux côtés qui sont tout à fait honorables. Il y a des possibilités de collaboration. Il y a également des questions de surveillance, hein, parce que le problème chiite aujourd'hui, il concerne toute la région et du coup, évidemment, tout à coup, il y a une alliance d'intérêts entre Israël et un certain nombre de pays sunnites. Mais évidemment, c'est extraordinaire. C'est une chose à laquelle on a rêvé pendant longtemps. Simplement, à mes yeux, c'est de loin pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont ces populations qui vivent dans des conditions qui ne sont pas justes. Je ne parle même pas des populations d'Israéliens arabes qui, évidemment, il y a une différence nette hein, de rang social, mais néanmoins, bon, je veux dire, moi je parle avec eux, les Israéliens arabes. Je veux dire, ils vivent dans des conditions honorables. Pas les autres. Pas les autres. Et ça, pour moi, alors, toute la question, c'est de savoir jusqu'à quand va fonctionner le système de retardement. Parce qu'on a vu, là, au mois de mai, tout à coup, les esprits s'enflamment. Ça, c'est vraiment... Les chiffres sont là, n'est-ce pas? Et moi, quand il y a eu cette annonce des accords d'Abraham, qui était un petit peu comme ça du cirque hein, à Washington, je me suis dit, bon, ok, est-ce que ça ne va pas en quelque sorte ankyloser encore plus le problème? C'est la seule crainte que j'ai. Pour le reste, évidemment, on ne peut être que très heureux. Madame. Alors, moi, j'apprécie beaucoup tout ce que vous faites. J'apprécie beaucoup tout ce que vous faites dans ces dialogues, vos fondations et tout ça, mais j'ai quand même un petit souci quand vous parlez des Palestiniens et des Israéliens. Parce que, évidemment, Israël n'est pas tout blanc. Mais la Palestine non plus. Donc, quelque part, est-ce que c'est juste la faute? Parce que quand on vous entend comme ça, c'est la faute à Israël qui n'ouvre pas. Alors, moi, ce que je pense... vous n'avez aucune raison... Pardonnez-moi, madame. Non, je ne vais pas vous laisser terminer. Vous n'avez aucune raison de me faire Non. Vous n'avez aucune raison de me faire ce procès d'intention. Je n'ai jamais dit ni pensé une chose pareille. Mais quand on vous entend maintenant, quand même, quelque part, il y a quand même une inégalité où, quand on parle du BDS ou Barghouti... Je trouve que quelque part, Barghouti il prend en otage son peuple.
parce que je pense que les Palestiniens, ils ont eux aussi à voir dans leur gouvernement. Il y a une certaine corruption, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Les Palestiniens pourraient mieux vivre avec un gouvernement qui s'occupe un peu plus de leur peuple. Je trouve que les Palestiniens ont plusieurs fois l'occasion quand même de faire la paix avec Israël. Je trouve qu'on peut avoir des idées différentes, mais je trouve surtout là maintenant, ce qui me peine, c'est que Israël quelque part prend sur ses épaules beaucoup, et je trouve que c'est pas tout à fait juste. Alors, tout voilà, d'abord, à part ça, j'apprécie beaucoup tout ce oui, que vous faites. Peut-être que, mais ça me touche oui, vraiment. D'accord, j'ai compris, Madame, la question. C'est très bien ce que vous dites, et c'est absolument pas faux de dire que, bien sûr, il n'y a pas d'un côté une blanche colombe qui sont les Palestiniens et de l'autre côté un ogre. La seule chose, Madame, c'est qu'il faut faire face à la réalité. Et aujourd'hui, il y a un État surpuissant qui a toutes les cartes en main et un autre qui n'est rien, pas même un État, et qui a fait toutes les erreurs du ciel et de la terre, et dont je ne suis pas l'avocat. Je ne suis pas leur avocat. Je dis tout simplement qu'Israël, aujourd'hui, a un problème qui est quasiment son problème numéro 1, 2 et 3, qui est cette population qui vit sous sa domination et pour laquelle, depuis, vous savez, en 1967, quand il y a eu la guerre des 6 jours, j'avais 22 ans, et je me souviens très bien que mon père, qui a fait de la politique quand il était jeune, qui était un homme très avisé, m'a dit, tu sais, il va y avoir une paix, mais attends, il ne faut pas se presser, ça ne va pas être dans 2-3 mois, ça va peut-être prendre 1 année ou 2. Bon, ben, on voit depuis quand ça date. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un problème auquel il faut faire face. Et la situation... et ne croyez surtout pas qu'à mes yeux, le mal touche les Palestiniens et les Palestiniens seulement. Le mal touche Israël. Le mal touche Israël. C'est-à-dire, quand vous allez là-bas sur place, moi j'ai de la famille en Israël, quand vous allez sur place et que vous voyez ces gamins qui ont 18-19 ans, qui viennent de passer leur bac, à qui on a donné une mitraillette et on les met dans des checkpoints où ils ont pratiquement tous les droits sur ces populations. Est-ce que vous croyez qu'on leur rend service? On les fiche en l'air. On les fiche en l'air. Non, mais je veux prendre une autre question, Madame, parce qu'il ne faut pas que ce soit un débat politique. Moi, si je peux juste me permettre, parce que je pense que Madame a Israël à cœur, et vous en avez tout à fait le droit et la légitimité, c'est très bien. Et si c'est le cas, moi, j'aurais envie de vous proposer d'aller voir de l'autre côté. Parce qu'il y a une injustice, et je pense que c'est important d'aller le voir. J'aimerais... Monsieur, au fond. Ou monsieur a il y avait Xavier qui... Ah, bah, si vous avez un micro, vous avez l'avantage. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, quand on parle de la population arabe, il y a une composante chrétienne là-dedans. Oui, très important. Qu'est-ce qu'elle joue comme rôle là-dedans? Alors écoutez, votre question est vraiment... Elle est très importante parce qu'elle soulève un point qui est peut-être le point le plus douloureux. Moi, je vous répondrai, mais juste une anecdote. Un jour, j'étais invité à Bethléem à déjeuner dans une famille, la famille Anastase. Nous étions 10 à table, et autour de la table, il y avait 6 religions. Autant que ça. Ouais, 6. C'était qui? Alors, j'étais le juif de service. Il y avait un catholique, il y avait un anglican, il y avait une arménienne, il y avait un musulman, un grec orthodoxe. Ben voilà, c'est les Grecs, c'était les Anastases. Et ce que je veux dire par là, bien sûr, il y avait traditionnellement une population très importante. Je crois globalement aux alentours de 30% à Bethléem en tout cas. La société palestinienne, et il faut lui laisser ça, c'était une société plurielle. Et juifs, arabes, chrétiens vivaient
non seulement vivaient en bonne harmonie pendant longtemps, en tout cas pendant l'époque ottomane, mais souvent, vous savez, je vous raconte, c'est une autre anecdote que me racontait mon ami Elias Sambar. Un jour, un de ses amis meurt à Paris, un Palestinien. Un très très cher ami, me dit-il, moi je ne le connaissais pas, un très très cher ami, un ami de longue date, il meurt âgé, un ami de longue date. Et Elias ne savait pas si cet homme était musulman ou chrétien. Ben voilà, ça c'était la cohabitation idéale. Et j'ai eu la chance de faire la connaissance, quand j'ai commencé le roman Rachel et les siens, je l'ai commencé il y a 10 ans, ça m'a mis longtemps à l'écrire. Et j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui à l'époque avait 92 ans et il avait passé une partie de sa jeunesse à Jaffa, où se passe mon roman, monsieur arabe, chrétien. Et il me racontait la vie. Et c'était absolument sidérant. Les Anglais sont venus, et voilà. Bon, si je peux me permettre, aujourd'hui, Métine, les choses ont un peu changé. Et les chrétiens côté palestinien, les chrétiens en Palestine, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, se réduisent à peau de chagrin, et de plus en plus. Oui, bien sûr. Et en fait, ils sont sous une double pression, qui est celle de l'occupation et celle de l'islamisme. Et la montée aussi de l'islamisme dans la région, et y compris en Cisjordanie, et évidemment à Gaza, qui est aujourd'hui dirigé par le Hamas, fait qu'ils sont partis. Même à Gaza, il y a toujours des chrétiens, mais très très peu. Il y a quelques centaines, et il faut se rendre compte. Je voudrais ajouter que vraiment, dans tout l'Orient, les chrétiens ont joué un rôle essentiel. Et c'était des chrétiens arabes. Ils ont joué un rôle essentiel. Et c'est un crève-cœur de voir ce qui se passe maintenant. En Égypte, en Irak, en Syrie. Un des berceaux du christianisme. Et ils ont joué un rôle de ciment exceptionnel dans la société. Et c'était aussi, je dois le dire, moi j'ai été élevé en Turquie. Après, quand Nazmiye, dont je parlais tout à l'heure, est parti, j'ai eu une gouvernante à partir de l'âge de 3 ans qui m'a élevé, qui était catholique, très pratiquante, très croyante, qui m'amenait à l'église tous les dimanches. Mon père n'y voyait aucun inconvénient. Je récitais de temps en temps le schéma Israël et de temps en temps le Notre Père le soir au lit, et des fois les deux. Ça, c'était quand même la présence du christianisme en Orient. Et n'oublions pas une chose quand même, j'ose le dire, c'est que parler de christianisme d'Orient, c'est presque faire un pléonasme, parce que d'où vient-il? N'est-ce pas de là-bas? Ouais. Très triste. Ouais. Excusez-moi, sur les chrétiens, oui. Tu as dit qu'il y avait 2 raisons. Moi, j'en rajouterai une 3e. Vas-y, je t'en prie. Au Liban, les chrétiens ont tout de suite été naturalisés libanais, ce que les autres ne pouvaient pas être. Les réfugiés palestiniens au Liban ne sont pas naturalisés. La Norvège, la Suède, par l'intermédiaire d'ONG, ont fait un travail incroyable pour amener les chrétiens à s'installer en Norvège et en Suède, y compris les chrétiens de Palestine. Ils ont, et pas, je dirais que c'est une sorte de décret crémieux actuel avec les chrétiens d'Orient. Il y a un appel pour les chrétiens d'Orient qui est assez particulier en Europe. Ok. Très bien. Est-ce qu'on veut prendre une question encore? Alexandre qui veut Oui, je voudrais vous demander simplement, qu'est-ce que vous pensez des suggestions de Mika Goodman qui est à l'oreille du Premier ministre actuel? Vous entendez ce que je dis? Mais je vous vois maintenant, enfin. Oui. Je vais me lever. Qu'est-ce que vous pensez des suggestions de Mika Goodman, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est à l'oreille du Premier ministre actuel, et qui dit, voilà, on ne va pas trouver de solution aux problèmes fondamentaux, le statut de Jérusalem, demain matin, etc. Commençons au minimum par améliorer la qualité de la vie
dans les territoires. C'est-à-dire, par exemple, il a compté qu'il y a grosso modo 160 zones en Cisjordanie qui sont séparées par des marsomim, donc par des contrôles dans lesquels il y a des soldats. Organisons au minimum une route qui permettrait à quelqu'un allant de Jenin d'aller à Hebron dans la journée et de revenir pour voir ses parents. Et dans une quinzaine d'années, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas dans combien de temps, espérons que ces conditions améliorées permettent d'améliorer aussi le débat sur les sujets plus fondamentaux. Alors, évidemment, on ne peut qu'applaudir à toute mesure qui permet aux gens de vivre dignement, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et je pense que ce genre de... Si vous voulez, aujourd'hui, si vous me demandez comment je vois le futur de cette région, je me dis que c'est un peu l'histoire de Pince-mi et Pince-moi qui sont sur un bateau. Pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est Pince-moi. C'est-à-dire la solution à 2 États est une virtualité. Je ne vois pas comment on peut imaginer dans la situation actuelle un repli des 600 ou 700 000 colons israéliens. Et lorsque vous voyez les constructions, les infrastructures, évidemment qu'elles ne seront pas détruites, elles ne seront pas abandonnées. C'est idiot. Ou c'est idiot de penser ça, ou c'est malhonnête. Mais en tout cas, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, on a un benchmark, n'est-ce pas, à ce sujet. C'est Gaza, c'est-à-dire en 2002, je crois. Gaza, 2005 Gaza, merci. Gaza évacué, il y a à peu près 5 ou 6 000 colons. 2006, il y a le Hamas qui arrive. Il y en a 100 fois plus de l'autre côté en Cisjordanie. Ensuite, point très important, Gaza n'est pas terre biblique, alors que la Judée et la Samarie le sont. Troisièmement, il y avait un chef, à l'époque, on peut aimer ou pas aimer, mais enfin, c'était un sacré chef, c'était Sharon, un chef militaire, quelqu'un qui a vraiment la confiance du peuple. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on a des hommes politiques. Et puis, last but not least, quel désastre c'était, quelle difficulté incroyable à enlever, à arracher ces gens. Donc, les 600 ou 700 000 ne vont pas partir. Pour l'instant, ils sont en train de croître et multiplier. Donc ça, c'est une chose. Et on ne peut pas imaginer qu'à terme, un autre État constitué comme ça de sorte de Bantoustan tienne la route, peut tenir la route quelques années, mais à terme, Pince-mi et Pince-moi sont sur un bateau. Qu'est-ce qui reste? C'est Brit Shalom, le projet de Martin Buber. C'est-à-dire un État démocratique avec... je rappelle quand même que la laïcité fait partie de la déclaration d'indépendance d'Israël. C'est important de le rappeler. Et un État démocratique qui, pour ce qui est des populations arabes hors Israël, évidemment, ça ne peut pas se faire comme ça en 24 heures. Il y a cette question d'Israël, État juif, qu'on peut peut-être aborder par le biais, disons, de la solution helvétique, où chez nous, ce sont les cantons qui sont en charge des religions. Et on pourrait imaginer une cantonalisation des zones où c'est normal que Tel Aviv soit zone juive et que Ramallah, où il n'y a pas un seul juif, soit autre chose. Et puis il y a la question du service militaire, il y a la question du nom de l'État, il y a la question de la... Il y a beaucoup de problèmes, ça c'est évident. Mais je ne vois pas d'autre solution qu'un pourrissement qui serait alors une garantie de guerre larvée permanente. Pas seulement pour les Palestiniens, mais pour les Israéliens. Cette histoire, c'est un cancer, il faut le dire. Et c'est la jeunesse qui paye ça. Et si on fait aujourd'hui le bilan, on se dit il y a donc 67, 33, plus de 50 ans, presque 55 ans d'occupation. C'est-à-dire que
la majorité de la population israélienne n'a connu que ça. Ouais, ça, c'est vraiment pas un cadeau pour les jeunes. Je veux dire, franchement, on peut imaginer une jeunesse aussi brillante, il ne faut pas l'oublier aussi. Cette jeunesse qui peuple ces universités absolument exceptionnelles, moi je le vois dans le classement des universités, où sont les universités israéliennes, c'est quand même exceptionnel. Ça mérite quand même mieux que d'aller passer 2 ans dans des checkpoints, pour l'amour du ciel. C'est pas un cadeau qu'on leur fait. Et voilà, moi c'est vrai que très souvent, comme madame, très gentiment, avec le sourire, pense que je suis un défenseur farouche de la cause palestinienne. Je ne défends la cause palestinienne que parce que je suis juif. Et j'aimerais pouvoir vivre ça d'une façon beaucoup plus, comment dirais-je, digne. Parce que ce qui se passe ne correspond pas à ma compréhension de l'héritage juif. L'héritage juif n'est pas l'occupation, c'est autre chose. Merci Métine. C'est une bonne phrase finale, non? C'est une bonne phrase de fin. Merci beaucoup. Merci.